Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue pour cette 32e conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Aram Mangassarian. Bonsoir, bonsoir Aram. Merci d'être avec Bonjour nous. Jacques Bernard, avec plaisir. Et Aram Mangassarian est, comme vous le savez, le CEO de Noxon. Noxon, qui est une société qui travaille sur un produit qui s'appelle le Nox A12. Nox A12 adresse à la fois aujourd'hui le glioblastome, mais aussi le cancer du pancréas et le cancer colorectal. Depuis sa création en 97, ça fait 23 ans déjà que Noxon a été créé. Noxon a levé 140 millions d'euros. Récemment, elle a réalisé une augmentation de capital de 5,5 millions d'euros et c'était tout juste 2 semaines après avoir sécurisé un financement en obligations convertibles de 14,2 millions d'euros, donc ce qui donne une certaine visibilité à l'entreprise jusqu'à fin 2022, je crois, si je ne me trompe pas, peut-être mi-2020. Voilà. Noxon est coté sur Euronext et Aram Mangassarian en est le CEO depuis presque une dizaine d'années, on va dire à peu près. Non, là c'est 5 ans. 5 ans, voilà. CEO depuis 5 ans, mais avant vous étiez dans le business développement. Pardon. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation un peu critique, et qui est celle de la crise du Covid-19. On va peut-être commencer par un point de vue général, votre point de vue sur cette crise et la manière dont ça affecte les biotech en particulier, mais et la situation, pardon, Monsieur Simon qui est là. Alors, attends, la situation des biotech en général et la vôtre en particulier. Allons-y. Je vous laisse la parole. Merci. Ça, bien sûr, ça change la manière de travailler, mais je pense que ça c'est la même pour tout le monde. On a tous entendu dire des choses sur les sociétés qui ont dû ralentir ou même annuler les essais cliniques. Et ça pose un vrai problème pour certains patients. Pour Noxon, c'était plutôt c'était pas le contraire, mais du fait qu'on traite les patients maintenant avec le glioblastome, c'est pas une maladie où on peut dire aux patients revenir dans 6 mois, parce que c'est un besoin médical aigu. Et les cliniciens avec qui on travaille en Allemagne, il y a 3 centres, à Mannheim, à Bonn et à Essen. Ils sont de l'opinion qu'il faut toujours proposer à ces patients un essai clinique aussi, quand c'est possible, quand il y a quelque chose qui colle bien avec la situation du patient. Donc, eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour continuer les essais cliniques. Et il y avait, comme on a détaillé dans notre communiqué de presse, un des 3 sites qui nous ont dit, écoutez, on a été nommé centre spécialisé dans le Covid, donc pour le moment, on va faire une petite pause dans le recrutement des nouveaux patients, mais on va continuer bien sûr à traiter les patients déjà dans l'essai clinique. Les 2 autres sites, ils continuent toujours à chercher des patients pour ajouter à l'essai clinique, proposer ça aux patients et de continuer de traiter les patients qui sont déjà dans l'essai clinique. Donc, pour nous, on n'a pas eu beaucoup de retard. On a eu un des 3 centres. L'autre chose qu'on a décidé de faire, comme personne peut savoir le futur de cette épidémie, on a décidé d'ajouter quelques centres dans les régions différentes de l'Allemagne. Donc, pour s'assurer que même si il y a un autre centre dans le futur qui pour des raisons médicales, ne peut pas continuer d'ajouter des patients, on aura de capacité. Donc là, on est en train de discuter ça avec des centres pour faire ça dans les meilleurs délais. Donc, en termes d'essais cliniques, l'effet pour nous était plutôt minimal, je dirais.
je tiens à remercier les cliniciens qui sont dédiés de continuer à traiter leurs patients, même si ça c'est pas toujours facile pour eux. Donc ça c'est les essais cliniques. Pour les autres aspects, c'était aussi intéressant pour nous. Nous avons pu constater, comme d'autres, il y avait des nouveaux investisseurs qui sont arrivés au marché pendant cette période de confinement. Et on a constaté une augmentation de liquidité dans nos actions. Et ça nous a permis de lever de l'argent en pleine période de confinement, qui peut paraître un peu paradoxal, mais en moment de crise, on a, comme tu as bien souligné, on a levé une obligation convertible qui est un outil assez flexible pour nous, de plus que 14 millions d'euros. Et après, donc quelques semaines après, un placement privé de 5 millions et demi. Donc, c'était un phénomène intéressant. Je suis curieux de savoir si ça va continuer, ou est-ce que quand le confinement finit, est-ce que les niveaux de liquidité vont baisser aussi? Très bien. Alors, on va revenir un peu sur l'histoire. Et c'est intéressant, la piste NOx A12, d'où vient-elle? Racontez-nous un peu le parcours de ce produit, parce qu'il vient de loin. C'est vrai. D'abord, je vais dire que c'est un inhibiteur d'un chimiokine, un chimiokine qui s'appelle CXCL12. Les chimiokines, pour simplifier, c'est comme les panneaux de signalisation dans le corps pour les cellules qui migrent. Donc, comme un panneau, il est ancré quelque part en bas et il a de l'information qui peut être vue et lue par des cellules qui passent avec les bons récepteurs. Donc, NOx-A12, en fait, ça se lie à ce chimiokine-là. Et c'est important, il y a deux types d'informations dans le chimiokine. Il y a une information de location géographique dans le corps et l'information de que faire. Donc, entrez ici, il y a quelque chose à voir, ou n'entrez pas, par exemple. Donc, NOx-A12, ça couvre l'information et ça le détache d'où il est ancré. Donc, ça détruit les deux types d'informations qui sont présents dans le chimiokine. Donc, pharmacologiquement, c'est très puissant comme action. Et ça nous différencie de tous les autres produits dans les essais cliniques qui agissent sur cet axe, qui est le chimiokine, CXCL12, et deux récepteurs différents, le CXCR4 et 7. Je suis désolé pour tout le monde qui n'aime pas les abréviations biologiques, mais c'est comme ça. Mais vous pouvez imaginer ça vraiment comme un panneau de signalisation et deux yeux différents qui peuvent voir ce panneau. Donc comme ça, c'est peut-être plus simple. Donc, l'idée initiale, c'était la mobilisation des cellules souches. Et parce que le CXCR4, un des deux récepteurs, fait partie de l'homéostase dans la moelle osseuse. Après, ils ont changé pour des raisons commerciales vers les tumeurs liquides, le myélome et la leucémie. Ces deux-là, on a eu des résultats tout à fait intéressants, mais au niveau commercial, ces indications sont très complexes parce qu'il y a plusieurs lignes déjà approuvées qui sont plutôt efficaces et qui fait en sorte que les patients sont traités pendant des années. Donc, quand on arrive, on est aux dernières lignes.
Donc, il y a peu de patients et il faut vraiment prendre le temps de migrer. Et il y a moins de patients disponibles au bout de toutes ces lignes de traitement. Donc, en même temps, on a constaté que les deux récepteurs, pas juste un, mais les deux étaient importants dans les cancers solides, comme cancer colorectal, pancréatique, et je reviens après au glioblastome. Alors que tous les concurrents, ils agissaient que au niveau clinique, je dirais, sur CXCR4. Donc là, on avait une domaine, les tumeurs solides, où notre idée, notre réflexion était que les concurrents auraient du mal à nous suivre. Donc, on s'est orienté vers les tumeurs solides. Et là, on a eu des données précliniques intéressantes dans différentes combinaisons. Donc, qui combine avec l'immunothérapie, car un des rôles de CXL12 est d'exclure les cellules T des tumeurs solides. Donc, et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les tumeurs? En fait, pour tuer les cellules tumoraux, les cellules T, ils doivent toucher directement les cellules cancéreuses. Après, ils contrôlent les cellules et souvent, ils le tuent. Donc, ça arrive, je dirais, à tout le monde, que les cellules T dans leur corps, ils éliminent les cellules cancéreuses à un moment ou à un autre de leur vie. Mais là, quand le tumeur développe et il se couvre avec cette chimiokine, ça agit comme un espèce de bouclier, un mur qui garde la cellule T à l'extérieur. Et donc, en éliminant ce chimiokine, on permet les cellules T de rapprocher plus aux cellules cancéreuses et mieux les tuer. Bien sûr, CXCL12, ce n'est pas la seule défense qui ont les tumeurs. Et donc, il y a aussi un petit drapeau qui s'appelle PDL1, que les tumeurs utilisent, qui dit en gros, ne me tue pas. Et c'est là où les inhibiteurs de PD1, qui est le récepteur de PDL1 sur les cellules T, entrent en jeu. Donc, c'est pour ça que nous avons combiné avec la molécule de Merck. Parce que notre molécule permet les cellules T du système immunitaire d'entrer dans le tumeur. Et après, la molécule de Merck permet de surmonter cette dernière ligne de défense qui est ce drapeau PDL1 qui dit « ne me tue pas ». Donc, on a fait cet essai clinique en combinant le Keytruda, qui est une molécule de Merck ou MSD américain, dans les cancers pancréas et colorectal. Et l'idée, là, c'est de voir, on a pris des patients qui étaient très lourdement prétraités et aussi qui ont été tous ce qu'on appelle microsatellites stables. Et ça, c'est très important. Donc, en gros, il y a microsatellites stables et instables. Et ça, c'est un moyen de prédire, si on veut, la quantité des mutations qui vont être en vue pour le système immunitaire. Et plus il y a des mutations nouveaux, plus facile c'est pour le système immunitaire d'attaquer au tumeur. Et la vaste majorité des cellules tumeurs sont microsatellites stables, qui veut dire que les inhibiteurs de PD1 ne vont pas pouvoir agir efficacement. Et c'est cette vaste majorité que nous, on veut attaquer. On veut aider le système immunitaire à pénétrer le tumeur pour qu'il puisse agir plus efficacement dans le contexte de cancer pancréatique colorectal. Parfait. Alors, juste avant de passer au glioblastome, cet essai, c'est un premier, c'est une phase 1-2 qui a été une réussite. Et la question, évidemment, que tout le monde se pose, c'est où est-ce que ça en est? Prochaine étape sur cette partie de NOX12. Quand, comment?
Tout à fait. Donc, absolument. Donc là, on continue de sortir des nouveaux données et des analyses. Très récemment, il y a quelques semaines, Dr. Neil Salama a présenté lors le congrès américain de association de recherche sur le cancer les résultats les plus récents en termes de survie qui continuent de maturer et tout à fait encourageant. Mais aussi, il a fait une analyse globale des patients qui ont juste avec 2 semaines de traitement de Noxa 12 ont déclenché une réponse immunitaire au sein du tumeur. Donc, il a pu montrer qu'en fait là, ce qu'on peut quantifier, que les cellules T se rapprochent des cellules tumoraux. Donc ça, c'était très intéressant. Les prochaines étapes, il faut choisir un des 2 tumeurs, donc soit pancréas, soit colorectal, pour avancer à un essai clinique qui est randomisé et idéalement adaptable pour un phase 3. Donc, le but pour nous c'est trouver un partenaire qui nous fournit un inhibiteur de PD1, qui nous finance ou cofinance cet essai clinique et qui est prêt et qui a une puissance commerciale. Donc, Merck, bien sûr, ça remplit ces critères. Donc, on discute bien sûr avec Merck, qui est notre partenaire scientifique pour le moment, mais pas plus. Mais on discute avec d'autres sociétés qui ont accès à ce genre d'inhibiteurs de PD1. Il y en a plusieurs sociétés. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a autres inhibiteurs de point de contrôle en plus de PD1. Il y a, par exemple, CTLA4. Il y a des sociétés qui ont des molécules contre 7 inhibiteurs de point de contrôle, soit en commercial, soit au niveau de développement clinique. Donc, on est en train de parler et discuter et en certains cas d'évaluer ensemble s'il y a des meilleures combinaisons. Donc, le but, c'est d'avancer, mais avec un partenaire. Donc, c'est ça qu'on a décidé de faire comme but. Et qu'est-ce qui aujourd'hui freine cette avancée? Quelle est la compétition? C'est une bonne question. Je pense que c'est la négociation des discussions avec tous les partenaires potentiels et dans certains cas des évaluations qui impliquent des expériences qu'il faut mener. Donc, malheureusement, ça prend du temps, mais c'est important de se comprendre mutuellement et de donner confiance aux partenaires potentiels qu'on peut avancer bien ensemble et il y a un vrai bénéfice après pour les patients qui vont avoir accès à une nouvelle combinaison de traitement. Maintenant, le glioblastome, alors où en êtes-vous là sur le côté, parce qu'on a étudié le côté colorectal, ouais. maintenant le côté glioblastome, où en êtes-vous, à quel point êtes-vous rendu? Donc, en glioblastome, on a démarré une étude avec les patients, et ça c'est différent de pancréas colorectal, où les patients étaient très lourdement pré-traités. Les patients pancréatiques étaient en moyenne avec leur 4e ligne de traitement dans notre étude, et les patients cancer colorectal recevaient en moyenne leur 6e ligne. Là, c'est première ligne de traitement. Pourquoi? Le standard des soins actuellement pour le glioblastome, qui est d'ailleurs une maladie orphelin, est chirurgie pour enlever le maximum de tumeurs possible, suivi de radiothérapie et chimiothérapie, plus souvent le Temodar ou temozolomide. Dans
Selon les centres avec qui on travaille nous disent pour 60%, 6-0, 60% de leurs patients, ils savent, même avant de les traiter, grâce à un biomarqueur, que les patients ne vont pas en tirer un bénéfice significatif du Temodar, alors qu'ils vont sûrement avoir les effets secondaires. Donc, ils sont prêts, et souvent les patients aussi, à en passer complètement du Temodar pour avoir accès à une thérapie expérimentale comme Noxa-12, qu'on combine avec la radiothérapie. Alors, c'est quoi l'intérêt de ça? Et là, c'est un mécanisme d'action un peu différent de ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et là, ça joue vraiment sur les vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène aux tumeurs dans le cerveau. La radiothérapie est efficace sur ces vaisseaux. C'est comme les brûler, en fait. Et le problème, c'est que les vaisseaux se réparent assez vite par un procédé qui s'appelle la vasculogenèse. Et la vasculogenèse, c'est déclenché par le manque d'oxygène d'abord, mais c'est le CXCL12, cette chimiokine, encore une fois, qui est la cible de Noxa-12, qui appelle deux types de cellules de la moelle osseuse pour créer de rien des nouveaux vaisseaux. Donc, c'est d'un côté les macrophages qu'on peut imaginer un peu comme les ouvriers qui remodélisent le tissu, qui enlèvent le débris, et puis les cellules endothéliales qui deviennent plus tard les parois des vaisseaux. Donc c'est ça l'intérêt. Et il y avait un chercheur à Stanford, professeur Brown, qui était à l'origine de cette idée pour nous de combiner avec la radiothérapie. Il nous a approché il y a quelques années en demandant un échantillon pour faire des expériences dans son laboratoire. Car il a constaté à la fois dans les animaux, mais ses collègues aussi dans les cliniques, qu'après la radiothérapie, il y a une énorme augmentation de l'expression de CXCL12, le cible de Noxa-12. Donc, il voulait bloquer ça. Donc, il a publié des résultats tout à fait fascinants, montrant d'abord, il a regardé le côté macrophage, qu'on peut bloquer le recrutement après la radiothérapie. Donc, on bloque le recrutement des ouvriers pour réparer les vaisseaux. On réduit la quantité des micro-vaisseaux et, plus étonnant, à la bonne dose, la bonne durée, surtout la bonne durée du traitement, il réussissait dans un modèle animal à avoir 100% des réponses complètes, dont 2/3 durables. Donc, ça a incité beaucoup d'intérêt parmi les cliniciens, les chercheurs, et c'est à cause de ça qu'on mène aujourd'hui cet essai en Allemagne et qu'il y a des chercheurs aux États-Unis qui cherchent à lever leur propre argent pour mener une étude clinique dans des populations différentes, certaines chez les adultes, autres chez les patients pédiatriques atteints des cancers du cerveau rares. Et les résultats sont attendus pour quand, en fait, sur ces... Donc, en fait, on est en train d'augmenter la dose. On a 3 cohortes, donc 200, 400 et 600 mg par semaine. Et la première cohorte va finir 6 mois de traitement, qui est la durée du traitement qu'on prévoit dans cette étude, en octobre. Et on est en train de recruter la deuxième cohorte. On ne peut pas donner des dates fermes pour le moment tant que le recrutement n'est pas fini, mais on prévoit pour le moment premier trimestre pour les 3 patients dans la deuxième cohorte et mi-année prochaine, 2021, pour le troisième, le cohorte avec la dose la plus élevée. Parfait. Alors, on a parlé jusqu'à présent de Noxa-12. On peut un peu parler de Nox A36 ou pas du tout?
Nox 36, je suis très content de dire quelques mots. Ouais. C'est une molécule qui neutralise un deuxième chimiokine, le CCL2. CCL2, comme le CXCL12, ça s'ancre, ça a l'information, le panneau de signalisation, mais pour des cellules différentes. Là, c'est vraiment des composants du système immunitaire inné et on bloque, en tout cas chez les animaux, le recrutement de ce qu'on appelle les TAM, les macrophages associés à des tumeurs qui, eux, ils baissent la réponse immunitaire d'une manière significative. Et ce qui est intéressant avec ces molécules, en tout cas chez les animaux pour le moment, mais il y a des autres molécules qui étaient testées dans la clinique par autres sociétés qui montrent un effet similaire, c'est que on peut sortir ces TAM des tumeurs solides. Et quand on fait ça, on voit entrer les cellules T, qui sont ce qu'on veut avoir dans la tumeur. Et c'est pas parce qu'on influence directement leur migration, c'est simplement parce que ces autres cellules ne sont plus là. Donc, on crée une espèce de vacuum, une vide. Et là, le système immunitaire arrive à attaquer mieux. Donc, le 36 a, en contraire avec le A12, qui est toujours utilisé en combinaison pour être efficace, a une activité monothérapie. Donc, on pense toujours qu'on va le développer en combinaison, mais elle a une activité monothérapie à la fois dans le modèle du cancer du pancréas et des modèles du cancer du foie. Parfait. Donc, on a fait un grand tour d'horizon de la science de Noxon. Je pense que maintenant, on va pouvoir laisser les participants s'exprimer. Il y a un certain nombre de questions qui sont déjà posées. Je vais peut-être poser celle que m'a posée directement Benoît Devé, mais d'autres vont venir ensuite. Benoît Devé vous demande, vous savez, vous avez parlé d'une forte hausse d'une montée de la liquidité au départ de notre conférence. Donc, il va falloir sortir la boule de cristal et nous dire à quoi est due la montée des titres ces dernières semaines. Moi, ça serait... bon, je peux donner mes opinions. Je ne peux pas savoir pour du certain, c'est sûr. Une chose qui était intéressante pour moi de voir, c'est l'AMF a sorti une étude il y a, je pense, un mois et demi, qui disait qu'ils ont vu une quantité des nouveaux investisseurs arriver. Ils ont chiffré 150 000 nouveaux investisseurs qui ont ouvert des comptes d'actions en France. Et ils ont aussi constaté, alors que la quantité d'argent, avant, il y avait les gens qui retiraient l'argent des marchés, et là, c'était assez positif en termes d'argent net qui était investi dans le marché. Donc, eux, ils ont focalisé sur les sociétés, les plus grandes sociétés. J'imagine qu'il y avait un effet sur les plus petites aussi. Je pense aussi qu'il y avait, avec le COVID-19, il y avait plus généralement un intérêt dans les sociétés dans le domaine de la santé, parce que on passe notre temps, moi je suis comme tout le monde, hein, je passe mon temps à lire c'est quoi le COVID-19, qu'est-ce que ça fait à notre santé, qu'est-ce que ça fait à notre société, qu'est-ce que ça fait à notre économie. Donc, forcément, on est amené avec l'Internet à lire plus large, peut-être les biotech, puis on commence à regarder les sociétés. Mais je ne peux pas savoir pour du certain, ça c'est sûr. Bien.
Peut-être qu'on peut aborder le côté des partenariats industriels, puisque c'est ce que vous recherchez, en fait. Oui. Aujourd'hui, quels sont les partenaires, dans la palette des partenaires, ceux qui sont compatibles hein, avec Noxa12? Comment est-ce que vous les envisagez et comment est-ce Oui. qu'ils accueillent finalement les développements comme celui de Noxa12? Oui. Non, c'est une excellente question. Je pense que ça dépend si on aborde du côté cancer pancréas colorectal ou cancer du cerveau, là. Mais pour la combinaison avec l'immunothérapie, clairement, on cherche quelqu'un qui a une expertise dans le domaine de l'immunothérapie et qui a déjà un anticorps, soit en développement, soit au niveau de commercialisation comme partenaire. Ça peut être aussi quelqu'un, une société qui a, en plus de anti-PD1, plusieurs autres types d'inhibiteurs de point de contrôle. Et on peut définir avec eux plusieurs combinaisons selon les tumeurs. La combinaison avec la radiothérapie est, à mon avis, à une palette de partenaires potentiels plus large. Pourquoi? Parce que la radiothérapie est disponible partout. Il est moins cher, souvent, que les immunothérapies. Et donc, je pense qu'on peut avoir une gamme de sociétés beaucoup plus large qui sont intéressées par cette approche, soit pour entrer dans l'oncologie ou étoffer leur pipe, ou soit pour être complémentaire et ajouter quelque chose à une pipeline qui est très focalisée immunothérapie. On a même pensé à un moment à approcher les sociétés qui vendaient des appareils de radiothérapie, mais c'est pas vraiment leur business, le pharmaceutique, malheureusement. Et ces partenaires dont vous entretenez des discussions constantes avec eux actuellement, ou alors pour le moment ils sont focalisés sur d'autres choses, peut-être en raison de la crise, mais peut-être en raison aussi de recherche. Quelles sont les pistes qu'ils étudient de Oui. leur côté? Non, je pense que le concept, ce qu'on est en train de faire, ça a du sens pour beaucoup des chercheurs. Il faut dire que le niveau, plus qu'on avance en le temps, plus les données du essai clinique avec le cancer du pancréas colorectal est intéressant parce que on a maintenant 3 patients qui ont vécu plus d'1 an, alors qu'on attendait que ces genres de patients, parmi ces 3, il y avait par exemple 2 patients atteints de cancer pancréatique qui recevaient leur 4e ligne de traitement et eux, leur meilleure réponse au dernier traitement, c'était maladie progressive. Donc là, ça a interpellé les cliniciens. Donc, je pense que ça a pris du temps et maintenant on revient avec les données plus matures. On attire plus l'attention des gens et les discussions sont plus faciles. On discute moins, est-ce que c'est un vrai résultat ou pas. Alors l'idée maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut collaborer. Et bien sûr, il faut toujours des discussions commerciales. Et tout le monde veut avoir le maximum pour le minimum, comme partout dans le business. Donc, c'est ce genre de situation qu'il faut faire face. Et il faut dire que jusqu'il y a 1 mois, au niveau financier, la société paraissait pas très fort. Maintenant, c'est une autre histoire. Je pense qu'on a beaucoup de visibilité financière, en tout cas beaucoup plus qu'il y avait il y a 1 mois. Donc, on a une meilleure position pour discuter avec les gens parce qu'ils savent qu'on peut avancer un certain temps
de notre propre ressource. Donc, je pense que les changements qu'on a pu effectuer dans les dernières semaines vont conforter nos discussions d'une manière significative. Alors, vous savez, nous avons beaucoup de participants qui sont certainement de vos actionnaires et qui sont avec nous. Merci d'être avec nous tous. Ben Il y a oui, beaucoup de questions merci. que malheureusement je ne peux pas vous poser parce qu'elles sont à la marge, effectivement, vous ne pourriez pas y répondre, quoi qu'il en soit, puisque Oui. ça constituerait un délit. Mais il y en a une qui revient, et celle-là, vous pouvez y répondre sans doute. Vous aviez annoncé un accord potentiel, possible, avec un top 10 de la pharma. Qu'en est-il de cet accord? Il y a plusieurs personnes qui ont posé cette question D'accord. dans la foulée. Oui, oui. Bah, ce que je peux dire, c'est que eux, en fait, c'était pas un accord, c'était un accord commercial, c'est un accord d'analyse. Et eux, ils allaient investir, travailler sur une nouvelle utilisation de Noxa 12. Et c'est dans une indication où on ne travaille pas. Et c'est pour cette raison qu'on a tenu à annoncer ça comme une espèce de nouvelle ligne dans le pipeline. Pour nous, on a peu de visibilité sur ça et le moment où les discussions arrivent à une conclusion définitive, on fera une annonce par les canaux appropriés pour une société cotée. Malheureusement, j'aimerais bien en dire plus, mais c'est tout ce que je peux dire. Vous ne pouvez pas. Et je suppose que c'est la même chose sur une autre question qui a été posée. La date butoir prévue pour figer la décision avec un partenaire industriel, le plus tôt possible, on va dire. Là, je peux dire. Oh, là c'est. Je reviens à ça parce que les discussions, le but pour moi, c'est d'avoir plusieurs autour de la table. Parce que vraiment, la seule chose qui fait bouger ces discussions, dans mon expérience des négociations, c'est la concurrence. S'il y a un autre, nous, on ne peut pas, s'il y a un partenaire en face, et c'est le seul qui est vraiment sérieux en ce moment, on ne peut pas dire à ce partenaire, il faut des meilleures conditions, sinon on part. Et c'est, quand on a plusieurs, on peut se permettre de faire ça dans les négociations. Donc, c'est ça qu'on veut générer, c'est une concurrence entre partenaires potentiels. Et ça prend du temps. Et des fois, c'est complexe d'aligner les discussions dans une manière où on peut vraiment faire bouger et avancer des choses pour le bénéfice de Noxon et ses actionnaires. Voilà, alors il est 19h40, c'est l'heure d'une dernière question. Très bien. Vous êtes sur un marché qui, en 2025, fera 4,2 milliards de dollars pour ce qui concerne le cancer du pancréas et 1,4 milliard de dollars pour le glioblastome. Un marché donc qui doit intéresser beaucoup de compétiteurs, de biotech. Quels sont les biotech que vous surveillez, qui sont dans le périmètre de ce que fait Noxon et qui sont en compétition de fait, parce qu'elles aussi peuvent approcher les big pharma? Absolument, absolument. Il y en a plusieurs qui sont dans le même, ce qu'on appelle l'axe de signalisation. Il y a une société américaine qui s'appelle X4. Mais eux, ils sont tournés plutôt vers les maladies orphelins non cancéreuses pour le moment, c'est après ce qu'on voit. Ils ont travaillé dans les cancers rénals, mais je pense qu'ils ont les combinaisons qu'ils ont choisies. Ils ont fait le choix d'aller dans les tumeurs cancer rénal où en fait il y a déjà une activité
des inhibiteurs de point de contrôle. Donc, je pense que c'est plus complexe de démontrer une activité claire dans ce contexte. Après, il y a une société israélienne qui s'appelle Bioline Therapeutics, qui ils travaillent aussi dans le cancer du pancréas. Ils ont un partenariat scientifique avec Merck aussi. Donc, eux, ils sont probablement le concurrent le plus intéressant pour nous de regarder. Et aussi une société qui s'appelle Polyphore, qui a une molécule, encore une fois, qui bloque le CXCR4. Donc, on regarde leurs données, mais ce qui nous conforte dans notre analyse, c'est toujours imparfait et compliqué de comparer un essai clinique à un autre parce qu'il y a plein de variables, surtout dans les essais cliniques petits. Mais on a l'impression que l'activité qu'on a est un petit peu plus puissante que les inhibiteurs de CXCR4 en général. Donc, ça nous conforte en termes de position concurrentielle pour le long terme. Très bien. Aram, est-ce qu'on a le temps d'une toute petite dernière question? Absolument. Ça me semble intéressant que vous en parliez aussi. C'est Monsieur Bégaud, Olivier Bégaud, qui la pose et qui demande la manière dont vous voyez l'évolution de la plateforme technologique des Spiegelmeier. Ça c'est une question très intéressante. Pour moi, il y a des cibles qui sont vraiment très intéressantes pour la plateforme Spiegelmeier, surtout les chimiokines, car on est capable de les neutraliser complètement. Comme j'ai décrit, on couvre l'information et on les détache, donc on détruit l'information de location dans le corps. Et historiquement, même les anticorps, ils avaient du mal à faire ça pendant longtemps, alors que les Spiegelmeier, par exemple avec le E36, dans un essai clinique de néphropathie diabétique, a démontré qu'il pouvait neutraliser les chimiokines chroniquement pendant 3 mois avec des doses répétées. Donc, on est confiant dans notre capacité. Donc, à mon avis, on va chercher dans cette zone, si on décide d'élargir le pipeline, dans les chimiokines, et où on va chercher des cibles similaires à ça, où les autres plateformes ne sont pas satisfaisantes. Parfait. Mais pour le moment, j'aimerais bien développer les 2 molécules qu'on a, A12 et le 36, qui pour le moment est un peu en mode d'attente, malheureusement. Eh bien, merci beaucoup Aram pour cette intervention nourrie. Merci à tous pour vos questions. Il est 19h45, le temps de nous quitter. J'espère que cette conférence et cette intervention vous a plu. En tout cas, merci Aram pour tout. Vous savez avec que plaisir, nous avons une conférence tous les soirs. Alors ça peut osciller entre un scientifique, un CEO d'une belle biotech ou un investisseur. Demain, on est avec un groupe d'investisseurs, on est avec HTID qui essaye de structurer la filière biotech en France. Donc, on aura à nos côtés Marie-Vonne Jans, qui est la présidente de HTID. On aura aussi le patron de IT Health, qui est un programme européen qui a mis en place un financement des sociétés. La semaine prochaine, on va passer au vaccin à Vaccinano, c'est la toxoplasmose, et c'est une biotech qui est en train de progresser à toute vitesse puisqu'elle c'est un vaccin sans adjuvant. Et en spray en plus. Donc c'est tout à fait étonnant comme recherche. C'est Didier Bédé qui le fait. Et puis si vous voulez nous retrouver, si vous voulez retrouver Noxon, il faut lire Biotech Finance.
vous allez sur le site de Biotech Finance et puis vous retrouvez nos articles et l'historique. On a 20 ans d'historique, donc pas 23 ans pour couvrir Noxon depuis le début, mais 20 ans d'historique, ça permet de couvrir un certain nombre d'informations. Le site, c'est www.biotech-finance.com. Merci à tous, merci Aram et à très bientôt. Merci Jacques Bernard et merci aux auditeurs d'avoir assisté à ça en plein déconfinement. Voilà, merci, bonne soirée à vous tous. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir.